Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de 4 méthodes, 4 pratiques pour aider l'organisme contre les micro-organismes pathogènes. Donc pour aider l'organisme à se défendre contre les microbes, il existe plusieurs pratiques, à savoir la vaccination, la sérothérapie, l'asepsie et l'antisepsie. Pour étudier la vaccination, nous allons parler de certaines maladies historiques telles que, par exemple, l'épidémie du choléra de 1832 et qui ont participé à la découverte des vaccins. Donc le choléra est une infection bactérienne, c'est-à-dire que la bactérie du choléra, c'est elle la cause de cette maladie. Les principaux symptômes de cette maladie, c'est l'apparition de diarrhée, vomissements, fièvre, perte de poids, changement du rythme cardiaque, une bouche sèche, vertige et la pression artérielle. Donc هنا أهم الأعراض مرض الكوليرا. Mais il existe un vaccin contre cette maladie. Comment on a découvert ce vaccin? Grâce aux travaux du scientifique appelé Louis Pasteur, qui en 1879 il a étudié la maladie mortelle du choléra chez les poules. Eh bien, il a pris une choléra fraîche, virulente. Il l'a laissé pendant 3 mois jusqu'à ce qu'il a obtenu une culture vieille du choléra. Puis, il a injecté cette culture vieille du choléra à un groupe B de poules. Il a remarqué qu'ils sont restés vivants. Puis, il a injecté le choléra fraîche, virulente, à un deuxième groupe de poules A. Il remarque qu'ils sont morts. Et lorsqu'il a injecté une autre dose de choléra fraîche virulente au premier groupe de poules, c'est-à-dire le groupe B, il remarque qu'ils sont restés vivantes. Donc il a immunisé le groupe B de poules en lui injectant une vieille culture de choléra, c'est-à-dire une choléra atténuée. Donc il a découvert le principe de vaccination. Donc les poules B ont été immunisées contre le choléra virulent par l'injection de choléra atténué. إذا مجموعة دجاج B قمنا بتمنيعها ضد الكوليرا الحادة بحقنها بكوليرا ضعيفة. Une autre maladie, c'est la variole d'Al-Judari. Donc c'est une maladie grave causée par un virus appelé le virus de la variole. Ici, un panneau de publicité montrant un enfant vacciné et un autre non vacciné contre cette maladie. Le scientifique qui a joué un rôle dans la découverte du vaccin contre cette maladie, c'est il est appelé Edward Jenner. En 1796, Edward Jenner remarque que les paysans atteints de la variole bovine, appelée vaccine, n'étaient jamais atteints de la variole humaine. لاحظ هذا العالم أن المزارعين الذين كانوا يصابون بهذا الداء اللي هو داء لابوفين، يعني داء عند الأبقار وهو ضعيف كان يسمى فاكسين. لاحظ أن هؤلاء لا يصابون أبدا بالمرض الحاد. Donc il a eu une idée, c'est qu'il va injecter à un enfant la variole bovine vaccine et il va découvrir qu'il avait été immunisé contre la variole humaine. Donc lorsqu'il a injecté la variole bovine atténuée à un enfant, il remarque que cet enfant n'est jamais atteint de la variole virulente. Donc il a découvert la vaccination contre la variole. Ici, on voit un virus de la variole bovine, de la vache, qui est un virus atténué. Et on peut l'utiliser pour immuniser le corps contre le virus de la variole chez l'homme, qui est un virus très dangereux.
Donc on peut immuniser le corps en injectant par le virus atténué. Donc la vaccination aide l'organisme à acquérir une mémoire immunitaire. إذن التلقيح الهدف منه هو مساعدة الجسم على اكتساب ذاكرة مناعية. Donc on peut vacciner contre un microbe en injectant un microbe qui lui ressemble ou le même microbe qui est très atténué pour avoir une mémoire immunitaire contre le même virus qui est virulent et dangereux. La même chose qu'on a fait pendant la vaccination du Covid, parmi les vaccins qu'on a utilisés, c'est de prendre une partie du génome, du matériel génétique du virus qu'on a injecté à l'homme pour avoir une mémoire immunitaire. Maintenant, on peut pratiquer une autre manière pour le vaccin. On sait que certaines bactéries, comme la bactérie de tétanos, de diphtérie, la bactérie botulique, sécrètent des toxines qui sont très dangereuses. Alors, lorsqu'on prend ces toxines et on les traite pour que ces toxines deviennent très atténuées, très faibles, on obtient une anatoxine. Donc, la toxine, lorsqu'on prend une toxine et on la traite avec du formol, un alcool, et en la mettant dans une température à peu près 40 degrés, on obtient une toxine très atténuée, très faible, appelée l'anatoxine, et qui est inoffensive pour le corps humain. Donc on peut utiliser cette anatoxine pour vacciner le corps. Donc la toxine contient des molécules qui sont dangereuses, par exemple la toxine du tétanos. Lorsqu'on la traite, on obtient des molécules qui ressemblent aux molécules de la toxine tétanique, mais qui sont très faibles et inoffensives pour l'homme. On appelle donc ce liquide anatoxine tétanique. Et on va l'utiliser pour la vaccination. Donc c'est quoi l'anatoxine? C'est une toxine atténuée qui a perdu sa toxicité mais capable d'immuniser le corps. Donc l'anatoxine هي عبارة عن مادة سامة لكنها ضعيفة وفقدت قدرتها الممرضة لكنها قادرة على تمنيع الجسم إعطاء مناعة للجسم. Donc lorsqu'on injecte une anatoxine comme vaccin au corps, le système immunitaire donc va fabriquer des lymphocytes B. Ces lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes qui vont bien sûr sécréter des anticorps qui vont attaquer cette anatoxine qui est très faible. Mais ce n'est pas ça le but de la vaccination. Le but, c'est que le corps acquiert aussi une mémoire immunitaire par le biais de la voie humorale. Donc lorsqu'on a obtenu ces cellules mémoire, ils restent dans le corps. Et lorsque un jour la toxine franchit les barrières du corps et pénètre dans l'organisme, donc immédiatement les cellules mémoire vont être activées et ils vont sécréter des anticorps qui vont attaquer la toxine, l'antigène qui provoque la maladie. Donc le corps est immunisé contre cette maladie. Et c'est ça le principe de la vaccination. Lorsqu'on regarde le tableau des vaccinations des enfants, on regarde qu'il y a toujours des doses de rappel. إذن عند الولادة مثلا ضد داء الشلل عندنا الجرعة الأولى، بعد الأسبوع السادس لدينا الجرعة الثانية ضد الشلل، بعد الأسبوع العاشر لدينا الجرعة الثالثة ضد الشلل، والجرعة الرابعة بعد الأسبوع الرابع عشر، وبعد الشهر الثامن هناك جرعة ضد مرض الشلل كذلك. Analysons la courbe de la vaccination. Ici, on a verticalement, l'axe vertical nous donne la concentration d'anticorps dans le plasma, c'est-à-dire dans le sérum de l'homme,
l'unité c'est UI par millilitre, unité internationale par millilitre de plasma. L'axe horizontal nous donne le temps en mois. Donc lorsqu'on injecte le premier vaccin au corps, on remarque que la courbe est ascendante, donc le taux, la quantité d'anticorps augmente dans le plasma. Donc il augmente à partir à peu près d'un mois, il commence, c'est-à-dire très lentement. Mais après la deuxième injection, après le deuxième vaccin, on remarque que la courbe devient ascendante rapidement, c'est-à-dire que le taux augmente très rapidement, mais avec une quantité plus importante, parce que le corps a fabriqué des cellules mémoire. Après la troisième vaccination, la courbe devient encore plus ascendante, donc la quantité d'anticorps augmente et plus rapidement. Donc le corps a acquis une mémoire immunitaire. Donc après chaque vaccin, le taux d'anticorps produit augmente et plus rapidement grâce à la formation de lymphocytes B mémoire. بعد كل حقنة بعد كل تلقيح كمية مضادات الأجسام ليزونتيكور التي أنتجها الجسم ترتفع وبسرعة بفضل وجود lymphoïdes B ذاكرة. La vaccination, c'est une méthode préventive. إذن التلقيح هو طريقة وقائية تستعمل للوقاية. Il y a une autre méthode qui aide l'organisme pour se défendre, c'est la sérothérapie, inventée par Émile Roux. Donc il a injecté une anatoxine tétanique à un animal. Donc l'animal va sécréter des anticorps dans le sang. Elle va prélever le sang et à l'intérieur du sérum, elle va obtenir des anticorps tétaniques, donc des anticorps spécifiques contre le tétanos. Et elle va utiliser ce sérum contenant des anticorps prêts pour traiter un malade atteint de tétanos. Donc, par exemple, un malade atteint de tétanos, on va lui injecter un sérum contenant des anticorps contre le tétanos. Ça s'appelle donc la sérothérapie. Donc lorsqu'on injecte un sérum contenant des anticorps spécifiques au corps, on parle de la sérothérapie. Analysons la courbe de la sérothérapie. Donc lorsqu'on injecte un sérum contenant des anticorps, la courbe devient ascendante. Donc la quantité ou la concentration d'anticorps dans le plasma augmente rapidement. Mais après une semaine, la courbe devient descendante, c'est-à-dire que la quantité des anticorps diminue progressivement jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Donc la sérothérapie dure à peu près entre 7 et 8 semaines. Donc la courbe de la sérothérapie est ascendante, donc le taux d'anticorps augmente rapidement dans le sang. Après une semaine, la courbe est devenue descendante, donc le taux d'anticorps diminue dans le sang. La sérothérapie, c'est une méthode curative. Donc elle sert pour traiter une maladie. إذا la sérothérapie الاستمصال هي طريقة علاجية تستعمل للعلاج عكس التلقيح الذي يستعمل للوقاية. Maintenant, une autre méthode, lorsqu'on désinfecte la salle des opérations, on stérile les vêtements, le matériel, les outils utilisés, on dit que la méthode qu'on utilise est appelée l'asepsie. On fait l'asepsie. Donc c'est quoi l'asepsie? C'est l'utilisation d'outils stériles pour empêcher la contamination par des microbes. عندما نعقم الأدوات المستعملة أثناء العمليات الجراحية والغرفة إلى آخره فإننا نستعمل الإنقاء. Donc لمنع تسرب الجراثيم داخل الجسم أثناء العمليات الجراحية. Donc l'asepsie c'est une méthode préventive. إذن هذه الطريقة l'asepsie هي طريقة وقائية.
Une autre pratique, c'est l'utilisation d'antiseptiques. مواد التطهير يعني تطهير الجرح. Donc l'antisepsie, c'est lorsque on utilise des substances chimiques telles que l'alcool, l'iosine, la bétadine, l'oxygéné, etc. pour désinfecter la plaie. On parle de la méthode d'antisepsie. التطهير يعني عندما نقوم باستعمال مواد مثل الكحول إلى آخره في الجرح فإننا نطهر مكان الجرح فهذه الطريقة تسمى التطهير. Donc l'antisepsie. L'antisepsie est l'utilisation de certains produits tels que l'alcool, l'iosine, bétadine, etc. pour éviter l'infection microbienne dans la plaie. إذن هي استعمال التطهير واستعمال بعض المواد مثل الكحول إلى آخره لمنع تسرب الجراثيم داخل الجرح. L'antisepsie, c'est une méthode préventive. إذا l'antisepsie التطهير هي كذلك مادة هي طريقة وقائية تستعمل للوقاية. Exemple. Après la naissance, on coupe le cordon ombilical avec un instrument stérile et on met une solution de nitrate d'argent sur les yeux de l'enfant. Donc, la première pratique, c'est l'asepsie, puisqu'on a utilisé un matériel stérile. La deuxième pratique, c'est une antisepsie, puisqu'on a désinfecté l'œil de l'enfant. Alexandre Fleming a découvert une substance qui peut être utilisée pour détruire des bactéries. Cette substance, ce sont les antibiotiques. Donc en 1928, le docteur Fleming découvre l'antibiotique. Substance sécrétée par un champignon et qui est capable de stopper la prolifération, la multiplication, la division des bactéries. Donc Fleming, en étudiant des microbes, il utilise une boîte de pétri contenant un milieu nutritif où il a déposé une colonie ou des colonies de bactéries du type staphylocoque. Donc il étudie ces bactéries. Il a remarqué que une boîte a été contaminée par un champignon appelé Penicillium. Mais après quelques jours, il remarque que autour de ce champignon, il s'est formé une auréole, c'est-à-dire la disparition de cette bactérie. Donc il va penser que ce champignon a fabriqué une substance et cette substance a détruit les bactéries. Donc il va utiliser cette substance pour détruire les bactéries qui causent des maladies. إذن قام أثناء دراسة جرثوم من نوع ستافيلوكوك هذا العالم لاحظ في علبة أن فطر مجهري الذي سقط صدفة في هذه العلبة لاحظ حول هذا الفطر تكون باحة انحلال. إذن سوف يفكر بأن هذا الفطر قام بإنتاج مادة تقضي على البكتيريات. Donc cette substance est appelée après, on l'a appelée antibiotique et on a découvert plusieurs antibiotiques par la suite. Donc certaines bactéries, certains champignons sécrètent des antibiotiques. Et ces antibiotiques sont inoffensifs pour l'humain. إذا هناك بعض البكتيريات وبعض الفطريات المجهرية تنتج هذه المضادات les antibiotiques هذه المواد اللي هي لا تؤدي إلى شيء سلبي لدى الجسم. إذن هي inoffensive pour l'humain, mais cette substance elle est utilisée pour empêcher le développement des bactéries ou les tuer, des bactéries qui sont pathogènes. ولكن هذه المواد تستعمل إما لتوقيف تكاثر الجراثيم أو للتقضي عليها خصوصا البكتيريات. Maintenant, pour tester la sensibilité d'une bactérie aux antibiotiques, on utilise une technique. لمعرفة ما هو يعني الانتيبيوتيك الذي له فعالية ضد جرثوم معين نستعمل تقنية معينة. Donc on prend une boîte de pétri qui contient des éléments nutritifs. On dépose la bactérie en question et lorsqu'il s'est développé, on pose sur cette bactérie les différents antibiotiques connus.
Et on observe après quelques jours, après l'avoir posé dans une température de 37 degrés, on observe. Donc, on remarque qu'il se forme une auréole autour de certains antibiotiques. Donc, ce sont les antibiotiques les plus efficaces pour détruire cette bactérie. Cette technique s'appelle l'antibiogramme. إذا هذه التقنية الهدف منها هو معرفة ما هو الأنتيبيوتيك الفعال ضد جرثومين معين. Donc les antibiotiques détruisent les bactéries. إذا هاد les antibiotiques يقضون فقط على البكتيريات. L'antibiotique, donc l'utilisation d'antibiotiques, c'est une méthode curative. إذا هذه المواد تستعمل للعلاج للقضاء على الجراثيم. Par contre, l'antibiogramme, c'est une technique pour déterminer l'antibiotique le plus efficace contre une bactérie. إذا l'antibiogramme هي التقنية التي نستعمل للتعرف على l'antibiotique الأكثر فعالية ضد bactéries معينة. Bilan. Donc nous allons définir les termes qu'on a vus tout à l'heure. La définition de la vaccination, c'est une immunisation permettant à l'organisme d'acquérir une mémoire immunitaire contre un antigène précis. إذن هي تمنيع يسمح للجسم اكتساب ذاكرة مناعية ضد جرثوم معين. La sérothérapie, c'est une immunisation de l'organisme par injection de sérum contenant des anticorps spécifiques. هي تمنيع للجسم بحقنه بمصل سيروم يحتوي على مضادات أجسام نوعية. L'antibiotique, les antibiotiques, ce sont des substances sécrétées par certains microbes et qui peuvent détruire des bactéries. C'est une méthode curative. Dans les antibiotiques هي مواد تنتجها بعض الفطريات المجهرية وبعض البكتيريات وهي تستعمل لتوقيف تكاثر جرثوم معين أو القضاء عليه. Il y a aussi des substances chimiques qu'on appelle des sulfamides. Ce sont des substances chimiques capables de détruire des bactéries. C'est une méthode aussi curative. Et dans les sulfamides, ce sont des substances qui sont fabriquées dans des usines et qui jouent le rôle comme les antibiotiques. Évaluation. Première question. Comparer la vaccination et la sérothérapie. Rappel, la vaccination, c'est l'injection de l'organisme par un microbe atténué ou une substance atténuée pour que le corps fabrique des cellules mémoire. La sérothérapie, c'est l'injection du corps avec un sérum contenant des anticorps spécifiques. Comparons les deux. Donc les deux, ils sont spécifiques, c'est-à-dire c'est une immunisation spécifique. Lorsqu'on vaccine un corps contre une maladie, ce vaccin agit seulement contre cette maladie. Lorsqu'on injecte le corps avec un sérum qui contient des anticorps spécifiques, ce sont des anticorps contre un microbe spécifique. Donc, pour tous les deux, c'est une immunisation spécifique. Pour la vaccination, c'est une immunité acquise, parce que c'est le corps qui fabrique des cellules mémoire. Pour la sérothérapie, c'est une immunisation transférée. Donc le corps de l'animal ou un autre corps humain, c'est lui qui a acquis qui a fabriqué des anticorps. Et on prend ces anticorps et on les injecte dans un autre corps. Donc on a transféré l'immunité. La vaccination est lente, par contre la sérothérapie est rapide et ceci on l'a vu pendant l'analyse des courbes de la vaccination et la courbe de la sérothérapie. La vaccination elle est durable, il dure longtemps, par contre la sérothérapie elle est provisoire. رأينا أنها يعني تدوم ما بين 7 أو 8 أسابيع. La vaccination, c'est une méthode préventive. La sérothérapie, c'est une méthode curative. Enfin, la vaccination, pendant la vaccination, l'immunité est active. Le système immunitaire est actif, il travaille, il fabrique des cellules mémoire. Par contre, pour la sérothérapie, l'immunité est passive. Le système immunitaire ne fait aucun effort, aucune activité. Il reçoit des anticorps directement. Deuxième exercice. On a isolé le sérum d'une souris qui a été injectée par l'anatoxine tétanique.
et on l'a administré à un lapin malade de tétanos. Donc on a injecté à une souris l'anatoxine tétanique, puis on a prélevé قمنا باستخلاص مصل من هذا الفأر le sérum et on l'a injecté à un lapin. Première question, identifier les antigènes utilisés, nommer les opérations faites sur la souris et le lapin. Donc, identifier les antigènes utilisés. L'antigène utilisé ici, c'est l'anatoxine, parce que l'injection de l'anatoxine entraîne chez la souris une réponse immunitaire. Donc, la définition d'un antigène, c'est une substance ou un microbe qui déclenche une réponse immunitaire. Par contre, le sérum, c'est une substance qui contient des éléments nutritifs et qui peut contenir des anticorps. Donc, ce n'est pas il ne va pas déclencher une réponse immunitaire, ce n'est pas un antigène. Donc, l'antigène utilisé, c'est l'anatoxine tétanique. Nommer les opérations faites sur la souris et le lapin. Donc, puisqu'on a administré l'anatoxine à la souris, donc on a fait une vaccination. L'injection du sérum contenant des anticorps de la souris qu'on a injecté au lapin, donc on a fait une sérothérapie. Donc la souris a subi une vaccination, le lapin a subi une sérothérapie. Troisième exercice. Pour étudier l'effet de certains antibiotiques sur une bactérie pathogène, on réalise l'antibiogramme suivant. La question, c'est classer ces antibiotiques selon leur effet croissant. Donc, on a un antibiogramme. En jaune, ce sont les bactéries. Et A, B, C, D, ce sont les antibiotiques. Donc, autour de certains, il y a une auréole. Donc, on va les classer par effet croissant. On remarque que C, il n'a pas d'effet, l'antibiotique C n'a pas d'effet sur la bactérie. L'antibiotique A a un effet moindre. Puis, il y a l'antibiotique D, puis B. Donc, pour classer ces antibiotiques selon effet croissant, donc on a l'antibiotique C, puis A, puis D, puis B. Et merci.